Bon, on va peut-être commencer alors. Je suis vraiment ravi de vous présenter Sophie Baniche, qui est directrice de recherche au CNRS et rattachée au IAC. Le IAC, en fait, c'est le centre de recherche qui nous a accueillis cette année ici à l'OHESS. Son travail porte notamment sur la Révolution française, mais plus précisément sur le rapport entre la Révolution française et le temps présent. Donc, elle est à la fois historienne et elle a des engagements politiques importants et elle intervient souvent dans la sphère publique. En fait, elle vient de me dire qu'elle a eu un entretien la semaine dernière dans Nouvel Obs sur la situation actuelle avec la présidence de Macron. Bon, parmi ces ouvrages, il y en a beaucoup. Je citerai juste L'impossible citoyen, l'étranger dans les discours de la Révolution française, en 1997. L'ouvrage dont on va parler plus précisément aujourd'hui, La liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme, chez La Fabrique en 2003. Puis Les émotions, la Révolution française et le présent, exercice pratique de conscience historique en 2009. Et je crois que c'est le tout dernier, c'est Le Radio démocratique qui est sorti chez les éditions de ligne l'année dernière ou même cette année. Donc merci beaucoup d'être venu parler avec nous. La première question porte justement sur l'importance de revisiter dans la conjoncture historique actuelle la Révolution française et plus précisément la question de la terreur. Pourquoi faut-il s'interroger de nouveau sur la Révolution française et pourquoi se pencher plus précisément sur la question de la terreur? Qu'est-ce que ça nous apporte et pourquoi tu as été amené justement à revisiter ces questions-là alors qu'il y a un débat sur la Révolution française et la terreur qui remonte des décennies et des décennies. Alors, revisiter la Révolution française, ça me paraît important parce que c'est un objet qui, dans les années 90 et un peu avant, a été mis dans l'ombre immédiatement après le bicentenaire, d'abord sous prétexte de saturation à cause du bicentenaire, mais aussi parce que c'était finalement l'ambition d'une partie du bicentenaire que d'en finir avec l'objet Révolution française et avec l'idée de révolution. 1989, c'est aussi la chute du mur, c'est aussi le moment où sort le livre sur la fin de l'histoire de Fukuyama, et c'est le moment où on considère qu'il y a une unité mondiale sous couvert du capitalisme et du libéralisme. Et donc la question révolutionnaire semble devenue une question obsolète. Et il me semble que sous cette figure de l'obsolescence, ce qui était refusé finalement, c'était toute conflictualité démocratique. Et donc pour moi, revisiter la Révolution française, c'est redonner à la démocratie une teneur de conflictualité, là où on a voulu en faire un simple régime procédural qui fabrique du consensus. Ça, c'est pour la question de la révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un moment révolutionnaire? C'est un moment d'intense conflictualité. Et travailler sur la révolution quand on exprime l'idée que désormais il faudra vivre dans le monde tel qu'il est, c'est affirmer que non, peut-être il est encore nécessaire d'imaginer un autre monde. Alors ensuite, cette question de la terreur, elle n'a jamais cessé de tarauder tous les historiens de la Révolution française. Parce que évidemment que la période de la terreur est à la fois une énigme et une sorte de soleil noir de la Révolution, c'est-à-dire que c'est un gouffre. Et les révolutionnaires eux-mêmes, immédiatement après la terreur, parlent du gouffre de la terreur, c'est-à-dire ceux qui sont thermidoriens, non pas les thermidoriens réacteurs, mais les thermidoriens qui voulaient plus rapidement sortir de la terreur et ramener de la démocratie. Peut-être juste un peu plus lentement. Donc ceux qui étaient favorables à plus de démocratie, immédiatement après Thermidor, sont effectivement dans la conscience de ce gouffre. Donc il y a de toute façon, quelle que soit la position qu'on adopte à l'égard de la nécessité de connaître la Révolution française, il y a de toute façon un effroi rétrospectif à l'égard de la période de la terreur.
Et donc c'est quelque chose qu'il faut constamment revisiter pour pouvoir effectivement essayer de comprendre ce qui a été cause de cette terreur et qu'est-ce que ça a été en vrai. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec la terreur. Alors au moment où j'écris le petit livre, il y a déjà tout un travail de longue haleine qui a été fait par des historiens, disons, du côté gauche, voire très radicaux du côté gauche, dans un séminaire qui était le séminaire du Collège de philosophie européen, qui tenait un travail autour de Jean-Pierre Faye sur les langages de la Révolution, l'esprit de la Révolution, et qui retravaillait sur Kant, sur Fichte, qui faisait l'analyse de discours. Et il se trouve que moi, j'ai été formée dans ce contexte-là, à la fois de la fin des années, disons, j'étais de 85 à 95, c'est mon lieu de formation, ce séminaire, qui donc met ensemble des historiens, des philosophes et des gens qui font de l'analyse de discours, on appelle à ce moment-là à la française, et qui est issu à la fois d'Althusser et de Lacan. Donc avec Michel Pêcheux, enfin je vous passe les détails de ce que c'est que ça, mais ce que c'est que ça. Donc il y a quelque chose qui est constitué d'une pensée sur la terreur, mais qui a du mal à s'exprimer d'une manière claire. En fait, le moment des événements terroristes du World Trade Center conduisent certains philosophes dans les colonnes de journaux comme Le Monde à mettre dans le même ensemble la terreur révolutionnaire, l'événement terroriste des années 2001 et éventuellement d'autres moments radicaux de terreur révolutionnaire, que ce soit en Chine, au Cambodge, etc. Donc toujours l'effroi rétrospectif sous couvert de l'effroi du présent. Et il se trouve que l'une d'entre ces philosophes, qui est Monique Cantos-Pervers, fait parler Saint-Just, non pas dans la langue de Saint-Just, mais dans celle de Büchner, dans les colonnes du Monde, pour considérer que c'est le même langage, la Révolution française, le terrorisme et éventuellement d'autres événements révolutionnaires. Et au moment où je lis ces colonnes, je me dis non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et j'étais en train de travailler moi-même sur la dynamique des émotions révolutionnaires pour essayer de comprendre la terreur. Et j'avais écrit déjà 2-3 articles. Et c'est à ce moment-là que, participant au comité éditorial de la Fabrique, se met en place le projet de ce petit livre. Voilà. Mais c'est avec un travail de longue haleine qui avait eu lieu avant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'événement terroriste qui conduit à revisiter la terreur, c'est connaissant la terreur, on ne peut pas la confondre avec l'événement terroriste. C'est une clarification et pas une nécessité d'aller y voir de plus près, mais c'est une clarification compte tenu du fait qu'il y avait déjà eu un travail. Oui, non, mais on aimerait bien creuser justement cette question du rapport entre la terreur et le terrorisme, mais peut-être avant d'arriver à cette question plus précise sur l'actualité, quelques précisions en fait sur tes prises de position par rapport à l'histoire de la Révolution française et en même temps sur l'histoire de la pensée française, parce que quelque chose qui est très palpable dans ce qu'on a lu, c'est une prise de position par rapport à la montée en puissance non seulement d'une certaine histoire de la Révolution française dans les années 60 et 70 chez Furet et d'autres, mais aussi chez les structuralistes. Et il y a une espèce de mise en parallèle entre ces deux camps-là par rapport à soit une relecture de l'histoire de la Révolution française chez Furet et d'autres, ou sinon un certain dégoût ou oubli de la Révolution française, notamment chez Foucault. Et comment tu vois en fait ton propre acheminement intellectuel par rapport à ces deux camps-là? Ok. Alors, en fait, quand je commence mes études d'histoire à la Sorbonne, je sais pertinemment que à l'école de hautes études, c'est François Furet,
Et à la Sorbonne, c'est Michel Vauvel, donc l'héritier d'Albert Soboul, tout en ayant rénové aussi déjà un certain nombre de choses. Et donc l'héritier de l'école qu'on appelle jacobine, qu'on appelle marxiste aussi, ou qu'on appelle l'histoire sociale. Donc pour moi, il y a un choix déterminé, ça me paraît normal, ce qui est déjà un peu non contemporain. Ça me paraît normal qu'on choisisse un positionnement politique quand on choisit un positionnement historiographique. Pour moi, il n'y a pas de positionnement historiographique qui ne soit pas en même temps politique. Ce que Jean-Claude Milner énonce en fait, et il énonce plus tard de manière extrêmement claire dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, où il dit que la langue de l'histoire et la langue de la politique sont la même langue. Bon, moi, je n'avais pas lu Jean-Claude Milner, mais je savais intuitivement, pour des raisons, je dirais, d'habitus familial, de structuration politique héritée, qu'on choisissait où est-ce qu'on faisait ses études d'histoire et qu'on savait que telle fac était à gauche, que telle fac était à droite. Mais c'était le moment où ça ne paraissait pas une évidence à tous les étudiants. Et même certains, ça commençait à les choquer. Donc c'était un moment de grand relativisme politique et du coup d'affadissement épistémologique et historiographique. Alors sur le plan historiographique, ce que je vous ai raconté juste tout à l'heure sur le séminaire du Collège de philosophie européen, c'était une voie quand même qui était assez complexe et qui n'était pas nécessairement parfaitement adéquate, mais qui permettait de ne pas être dans le magma du conflit frontal du bicentenaire qui opposait d'un côté François Furet et de l'autre côté la Sorbonne. Le camp de François Furet étant déclaré et autodéclaré critique, donc la pensée critique était posée du côté de François Furet en tant qu'elle critiquait le marxisme. Et du côté de la Sorbonne, ce qui était présenté en particulier dans la presse, c'était l'idée que c'était une histoire archaïque et finalement obsolète pour le temps présent, sachant que ce qui était dit, c'était que le débat social n'avait pas vraiment d'intérêt et que sur le plan politique, il fallait étudier l'héritage parce que la révolution était terminée. Donc il y avait des positions historiographiques qui ne me paraissaient pas passionnantes et qui, moi, me semblaient quand même être discrédit de l'événement et du mouvement, ou au contraire, crédit donné à l'événement et au mouvement, mais du côté du social d'un côté ou du côté du droit de l'autre. Donc quelque chose qui ne me convenait pas et où j'avais l'impression que malgré tout, les gens les plus intéressés par l'événement révolutionnaire avaient effectivement trop tendance à être uniquement dans la géographie, c'est-à-dire dans le fait que l'événement révolutionnaire devait être protégé de toute critique à son égard. Et donc finalement, ça restait tabou, par exemple, de parler de la violence au séminaire d'Albert Soboul. C'était un grand événement, si quelqu'un osait parler de la violence révolutionnaire. On était quand même dans les années 80, entre 85 et 90. Donc il faut aussi mesurer à quel point les sujets étaient tabous. Et donc mon sentiment, c'était qu'il fallait ouvrir les questions du côté gauche pour que la droite ne puisse pas s'en emparer. Et donc on ait une capacité à produire notre propre critique et à interroger avec nos propres outils ce qui avait été les impasses révolutionnaires. Et de ce point de vue-là, le premier objet que j'ai travaillé, donc sur la question de l'étranger, j'ai dû faire ce trajet. Parce que mon premier mouvement, c'était de chercher dans la période révolutionnaire une sorte de modèle idéal, universel, universaliste, où il n'y aurait pas eu de xénophobie, où il y aurait eu un moment un peu idyllique du social dans l'histoire de la vie politique française et de la société française. Et j'ai eu un choc en tombant sur une archive quand même tout à fait troublante qui affirmait que les étrangers, donc nés en pays étrangers, devraient porter un brassard tricolore sur lequel serait marqué le mot hospitalité et le nom de la nation dans laquelle ils étaient nés. Donc quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit waouh. Et alors il y avait quelque chose d'encore plus troublant, c'était le projet de décret qui est pris au mois d'août
Et entre le mois d'août 93 et le moment où le décret est réellement pris, en septembre, en fait cet élément-là avait disparu. Et donc pour moi, ça a été un nœud de travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait autour à la fois de cette affirmation de l'accueil et en même temps de la visibilisation extrême et qui n'était pas anodine du tout puisque c'était assorti quand même de toute une série de mesures qui étaient des mesures de contrainte et pas du tout des mesures d'accueil ou d'hospitalité. Disons que si c'est ça l'hospitalité, disons qu'il faut en changer un peu la modalité, la valeur. Donc j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser, à la fois pour comprendre un point de bascule et pour aussi comprendre les raisons idéologiques qui avaient pu mener à ça et quelles traces ça pouvait laisser. Et j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas travailler sur un tel objet sans le mettre en relation avec le présent. Et en ce qui me concernait, c'était quand même le présent qui me motivait autant que la Révolution. La Révolution motivait beaucoup, mais le présent aussi. Et c'était en France le début des charters qui renvoyaient les étrangers chez eux. Donc c'était ramener les gens à la frontière, et dans la Révolution française, on ramène aussi beaucoup d'étrangers à la frontière. Donc il y a quelque chose pour moi où, loin de trouver un modèle idéal, je rencontrais quand même une certaine résistance du réel, et que le travail commençait dans cette résistance. Et au même moment, enfin disons dans la même configuration de la thèse, j'ai lu un article extrêmement important de Nicole Laureau qui s'appelle « Éloge de l'anachronisme en histoire ». Et cet article de Nicole Laureau était un article à la fois sur l'engagement de l'historien, où elle expliquait que certains historiens ont une configuration psychique, disait-elle, telle que seul le présent est désir de savoir et réservoir du désir de savoir, et que c'est parce que le présent les trouble qu'ils vont ouvrir un laboratoire historique, parfois très éloigné, pour pouvoir calmer leurs émotions de conviction et d'engagement, et pouvoir revenir de ce laboratoire historique, lester de nouvelles questions pour le présent. Et c'était quelque chose qui me paraissait extrêmement important et intéressant. Et elle finissait par dire, finalement, ce qui l'intéressait, c'était les problèmes grecs de nos démocraties. Et ce qu'elle appelait les problèmes grecs de nos démocraties, c'était ce que les Grecs avaient laissé comme impasse et qu'on avait encore à affronter quand on était en démocratie. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, que j'étais en train d'étudier les problèmes révolutionnaires de nos démocraties, c'est-à-dire quelles étaient les impasses que la Révolution avait laissées et qu'il nous fallait encore affronter. Mais repérer les impasses, c'est aussi repérer ce qui a fonctionné, et donc être capable de pouvoir se remettre dans l'outillage mental, dans la dynamique des émotions d'une époque, et donc être vraiment historien pour repérer qu'est-ce qui était pensable et possible à ressentir dans une époque, pour pouvoir ensuite revenir en voyant ce qui avait bougé, ce qui n'avait pas bougé, et justement ce qui ne bouge pas, eh bien c'est ce que Nicole Laureau appelait le répétitif, ou les nappes immobiles du temps. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à travailler dans la Révolution française, parce que ça touche justement du côté de l'effroi rétrospectif à nos nappes immobiles du temps, c'est-à-dire la très grande difficulté pour n'importe quel être humain à penser la cruauté, et la cruauté en politique en particulier. Et donc travailler sur la terreur, c'est accepter d'affronter ces nappes immobiles du temps, et comment penser historiquement ce qui échappe en partie au temps, et qui est le rapport finalement psychique, éthique, moral d'une société à sa propre cruauté. Et que là, de ce point de vue-là, on est sur un terrain important. Et donc la question n'était pas morale au sens de la révolution c'est bien ou la révolution c'est mal. C'était il faut revisiter la révolution parce que c'est un moment d'intensité démocratique inégalable, et qu'en même temps elle nous lègue à la fois ce caractère démocratique inégalable et tout ce qui a surgi de réel difficile à résorber, de réel rugueux, même insupportable, même effrayant. Et
sur lequel il faut poursuivre le travail. Alors évidemment, dans le contexte du bicentenaire, on n'en était pas tout à fait là, puisqu'on était plutôt dans une régression à ne plus vouloir savoir ce qu'avait été la Révolution française, et donc à ne plus vouloir savoir qu'est-ce qu'était le conflit, et à ne pas savoir comment avait surgi la violence. Donc voilà, j'étais un peu à un autre endroit, ni du côté François Furet, puisque du côté François Furet, il y avait une disqualification de la violence sous couvert du totalitarisme, et du côté de la Sorbonne, il y avait quand même un désir de ne pas savoir. Voilà. Du coup, j'étais un peu ailleurs, avec la difficulté de cet ailleurs qui faisait quand même alliance, comme pour Nicole Leroux, avec d'autres disciplines qui restent disqualifiées la plupart du temps à l'université, comme la psychanalyse. Et dans cette cartographie-là, comment tu fais pour situer justement le structuralisme? Ça, c'était la deuxième partie de la question, mais je te cite par exemple sur Foucault, parce que ce que tu dis sur Foucault rejoint, me semble-t-il, ton propos justement sur Furet et puis la Sorbonne. Tu dis Foucault a fait de la Révolution française un objet détestable, franco-français, ethnocentrique, disons-le, un peu dégoûtant de bonne conscience occidentale. Mais au-delà de cette disqualification morale, ce qui est intéressant comme terme, disqualification morale, il est le premier dans les années 60 à avoir radicalisé, en dehors du champ marxiste, la critique opérée par Lévi-Strauss et avoir mis à la trappe la valeur de l'objet sur un plan à la fois politique et épistémologique, adoptant l'idée d'histoire froide de Lévi-Strauss et faisant le choix du régime de la science plutôt que celui du régime de vérité. Il produit une nouvelle manière de faire l'histoire, etc. Donc là, par rapport à Foucault et Lévi-Strauss, tu vois également une espèce de... une autre façon de tourner le dos, en fait, à la Révolution française. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur ta manière de cartographier la pensée française et de te contextualiser. Et puis aussi, bon, ça sera peut-être la suite, la question à la fois de ton vocabulaire qui est axé sur les émotions, et puis sur l'importance des émotions, en fait, dans ta façon d'aborder l'histoire. Parce qu'on l'entend là déjà, c'est dégoûtant, c'est détestable, etc. Alors en fait c'est bien parce que c'est un peu dans l'ordre, parce que quand on fait un premier travail, il y a une partie où on avance dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et là, ce que j'ai écrit sur Foucault, j'aurais été bien incapable de l'écrire quand j'écrivais ma thèse. Donc j'ai été fascinée par l'archéologie du savoir, par l'ordre du discours, où je travaillais avec des althusériens qui avaient tenté de faire alliance avec Foucault et qui maintenait un rapport à Foucault très fort, même si l'alliance avait été faible. En tout cas, sur le plan politique, elle avait été faible, sur le plan épistémologique, elle n'était pas si faible que ça, mais dans un rapport critique. Et donc, il y avait quelque chose dont je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants, et c'est beaucoup plus tard, en fait, que j'ai commencé à comprendre, en découvrant que Jean-Paul Sartre avait été quelqu'un qui s'était extrêmement intéressé à la Révolution française. Mais je l'ai su tardivement, je l'ai su à un moment où on m'a sollicité pour un colloque Sartre et les sciences humaines, et où on m'a demandé si je voulais bien m'occuper de Sartre et la Révolution française. Et où là, on m'a fourni un corpus quasiment, on m'a fourni le corpus constitué, mais on m'a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je dis ah bon, et je ne connaissais pas. Il y avait des inédits qui venaient d'être publiés par les études sartriennes, et donc j'ai découvert ce Sartre en question, et le débat qu'il a eu avec Lévi-Strauss. Dans les années 60, en l'occurrence c'est Lévi-Strauss qui interpelle Sartre dans La pensée sauvage, d'abord dans son séminaire puis dans La pensée sauvage, et qui le fait tout au long du livre La pensée sauvage, mais qui le prend beaucoup plus frontalement dans la conclusion, dont on ne peut pas comprendre ce qu'elle est si on ne comprend pas que l'ensemble du livre en fait est une réponse au livre de Sartre qui s'appelle La critique de la raison dialectique. Et quand on fait un cursus d'histoire à la Sorbonne, personne ne vous parle jamais de Sartre. Et quand vous faites un cursus d'histoire à la même époque à l'école de hautes études, je dirais encore moins. Donc il y a plein de raisons pour que Jean-Paul Sartre soit passé à la trappe. Mais disons que dans les années 60, la critique que fait Lévi-Strauss, c'est le fait que la manière dont Sartre propose de faire de l'histoire, finalement, est très proche
de ce qui est constitué comme mythe dans les sociétés sauvages. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Eh bien, c'est quelque chose qui permet à une société de tenir en se racontant des histoires et en sachant faire avec le temps. Donc, se raconter des histoires qui racontent le monde et qui permettent d'avoir une sorte de cartographie pour savoir comment agir pour être un être social soit acceptable, soit de qualité. Donc, de savoir comment il faut se comporter. Et donc, c'est ça un mythe, c'est ce qui vous donne un schème d'action. Et ce que dit Lévi-Strauss sur la Révolution française, c'est que la manière dont Sartre travaille cet événement, c'est mythique puisque ça offre aux citoyens de gauche le schème d'action pour savoir comment se comporter dans la société des années 60. Et donc, ça c'est un premier point, et il dit, mais cette manière de faire, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un mythe, pourquoi pas utiliser des mythes, les sociétés en ont besoin, il ne s'agit pas d'imaginer qu'il y aurait des sociétés sans mythes, mais il ne faut pas confondre ça avec l'activité scientifique, qui, elle, doit être détachée de ces enjeux qui sont des enjeux de constitution du lien social. Le savoir n'a pas à avoir un rôle constitutif du lien social, il a à produire des faits qui sont totalement accréditables et totalement vérifiables et qui sont possibles à reconstituer, quel que soit le savant qui va se mettre au travail. Et que la manière dont Sartre fait l'histoire, ça engage tellement la subjectivité de celui qui regarde et la subjectivité supposée des acteurs, que ça ne peut pas être un vrai savoir, parce que autant d'historiens, autant de manières de raconter l'histoire. Et il se trouve que dans ce débat avec Jean-Paul Sartre avait évoqué les peuples sauvages qui n'étaient pas entrés dans la question de la rareté économique des biens, la rareté des biens, pour entrer dans une dynamique d'histoire que chez Lévi-Strauss on appelle chaude. Eh bien, il avait parlé de ces peuples comme d'hommes rabougris. Et évidemment, homme rabougri, c'est pas du tout laudatif, c'est même réellement péjoratif. Et donc là-dessus, Claude Lévi-Strauss est extrêmement choqué qu'une figure comme Sartre puisse parler comme ça. Et donc il lui explique que si les sauvages sont des hommes rabougris, lui aussi, puisqu'il fait de l'histoire comme ces hommes sauvages, c'est-à-dire qu'il fait de l'histoire mythique. Et donc c'est une manière soit de dire il n'y a pas d'homme rabougri, soit de dire à Sartre, vous êtes vous-même un homme rabougri. Quand on connaît Lévi-Strauss, on peut entendre qu'il tense Sartre, non pas d'être rabougri, mais de ne pas avoir entendu la nécessité de l'égale dignité de tous les hommes et de tous les peuples. Et donc il y a quelque chose qui est un débat qui est paradoxalement éthique à l'endroit même de la science, de la manière dont elle doit se faire. Donc c'est un débat sur la dignité et sur la place de l'histoire et de l'anthropologie dans la construction de l'égale dignité des peuples. Ce point est extrêmement important parce que finalement, cette tension entre science éthique et science mythe et éthique, c'est une tension qui traverse tout le débat épistémologique des années 60, je dirais aujourd'hui. Mais dans les années 60, la question de l'éthique du savant, elle est tout aussi importante que la question de savoir comment on produit un savoir et pour quel but, dans quel but. Et donc c'est là où il y a un partage entre l'histoire chaude et l'histoire froide. Et Michel Foucault, dans l'affaire, eh bien, il va effectivement choisir, mais autant par anti-marxisme, qui est considéré comme le dernier humanisme, et l'objectif des structuralistes, c'est non pas de valoriser l'homme, mais de le dissoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de dissoudre toute la conception de l'homme qui s'est constituée en fait du milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux années 60. Donc le marxisme est bien considéré comme un humanisme, et donc à la fois on disqualifie l'histoire chaude, le marxisme, l'humanisme, et l'objet Révolution française est considéré comme l'un des lieux historiques, l'un des lieux historiographiques où l'ensemble de ces choses sont concentrées, et où si on veut faire une histoire d'un autre type, il faut sortir de la séquence événementielle
pour passer dans l'idée d'une temporalité beaucoup plus longue et de scansions beaucoup plus longues. Et c'est effectivement les scansions qui vont être adoptées par Michel Foucault, qui va tenir à la fois un discours de disqualification d'événements, de construction d'un savoir scientifique enfin débarrassé des miasmes de l'énanisme, et qui va pouvoir fabriquer les fameuses épistémées qui sont des scansions longues. Et là se joue quelque chose d'une excellence de la pensée, mais en même temps de forclusion de ce que c'est qu'un événement politique. Et le débat avec Sartre va être extrêmement violent. Foucault va parler de Sartre comme vieil homme pathétique, digne du 19e siècle, et il a que 66 ans à ce moment-là. Et Sartre répond à Foucault dans un article de 66 paru dans l'Arc, qu'on était arrivé à l'expérience cinématographique pour l'historiographie et qu'il faisait reculer à la lanterne magique. Donc, manière de me dire, votre supposée science up-to-date, elle est en fait extrêmement régressive. Donc on est dans un débat qui est extrêmement conflictuel, mais où le structuralisme et la modernité, toute relation avec aujourd'hui peut tout à fait être faite, est valorisée à un point tel que Sartre va, jusqu'en 68, tomber en désuétude. Et puis après on a toute la question de les structures ne descendent pas dans la rue, et à nouveau un partage se fait, mais ce partage se fait quand même très très laborieusement du côté de l'épistémologie. Et je pense que encore aujourd'hui, ce qui a gagné, c'est quand même l'idée d'une épistémologie où il faut peut-être accepter un peu de subjectivité parce qu'on n'arrive pas à l'éradiquer, mais sans méfier. Voilà, mais sans méfier. Et pas du tout considérer qu'il faut connaître ce qu'il en est de la subjectivité pour la mettre au travail. Donc il y a quelque chose qui reste quand même très cuisant aujourd'hui dans cette expérience épistémologique. Et là, pour le coup, c'est pas le radeau démocratique, c'est le livre qui s'appelle « La révolution n'est pas un mythe », qui est paru en même temps que le radeau démocratique. Venons-en peut-être à la question des émotions, pour en revenir justement à la question de la terreur et la centralité de la terreur dans ton travail. Parce que là, dans cet ouvrage « La liberté ou la mort », il y a vraiment une tentative de penser une économie des émotions. Donc une première question, ce serait de savoir pourquoi est-ce si important de penser cette question-là et d'essayer de faire une espèce de cartographie des émotions de l'époque. Première question. Et puis deuxième question, c'est lié justement à la question morale ou politique. Après, il faudrait peut-être distinguer ces deux choses-là. C'est comment juger les émotions. Parce que quelque part dans cet ouvrage, il y a une tentative de repenser la terreur comme canalisation de la vengeance des massacres de septembre, si je t'ai bien compris. Donc il y a aussi des émotions qu'on souhaiterait valoriser et d'autres qu'on souhaiterait remettre en question. Comment faire pour distinguer ces choses-là et qu'est-ce que ça nous dit en fait sur les jugements portés sur la terreur et sur les façons d'aborder ou de penser la terreur? Alors, en fait, la question des émotions, la première chose qu'il faut dire pour la période révolutionnaire, c'est que c'est une reconquête des Lumières que de valoriser d'une manière générale les hommes comme êtres sensibles, c'est-à-dire capables, doués de sentiments et d'émotions. Reconquête parce qu'à la cour, il fallait être le plus possible impassible, parce que montrer aux autres ses émotions était dangereux. Et donc, pour éviter de se mettre en danger, il fallait les masquer le plus possible pour ne pas tomber dans des pièges, tout simplement. Et les pièges pouvaient être extrêmement subtils, et la question du persiflage, par exemple, fait partie de ce qui témoigne de cette impossibilité de faire preuve vraiment de ses émotions. Et ça, c'est une part qui est la part, je dirais, politique curiale. Et puis, il y a une part qui est une part beaucoup plus théorique, théologique, à la fois politique et théologique, qui est il ne faut pas pleurer
ceux qui meurent à la guerre, parce que c'est une mort glorieuse et qu'il faut en être fier, et donc être capable de prendre sur soi la douleur et de ne pas l'exprimer. Peut-être de la ressentir, mais de ne pas l'exprimer, et d'exprimer au contraire sa joie du fait d'être la femme, la sœur, la fille d'un homme auréolé de gloire. Donc il y a une double situation où les émotions sont récusées. Dans ce contexte où les émotions sont récusées, les émotions ne sont pas nobles, donc elles sont vulgaires. Donc il y a une vulgarité des émotions exprimées, et la conquête des Lumières, c'est d'avoir d'une part reconnu avec le sensualisme que les émotions sont une faculté de juger pour le mouvement populaire en général, et dans la guerre des farines en particulier, où il y a tout un passage de la raison procédurale à une raison sensible reconnue dans la faculté de juger, avant Kant, on est en 1775, et puis il y a une reconquête des émotions en tant que la question du don des larmes qui avait existé au Moyen-Âge est à nouveau valorisée dans la capacité à pleurer ses proches, et donc à être capable de témoigner de son âme sensible. Et donc la question d'avoir une âme sensible redevient une manière d'être qualifié positivement. Donc, quelqu'un qui est âme sensible, c'est positif. Et on va parler pour tout le mouvement de montée en puissance de la défense du peuple à la veille de la période révolutionnaire, des avocats sensibles, parce qu'ils sont sensibles aux douleurs du peuple, ils sont sensibles aux malheurs du peuple. Et en fait, le mot sensible, en fait, recouvre plus ou moins la notion d'engagement actuel. Donc il y a quelque chose qui se joue, qui est vraiment une tension historique très intéressante sur le passage du XVIIe au XVIIIe et du XVIIIe à la Révolution. Parce que ces avocats sensibles, ces âmes sensibles, vont devenir les législateurs de la période révolutionnaire. Comme vous savez, il y a beaucoup d'avocats, et à commencer par Robespierre. Et donc la question de savoir ressentir les douleurs du peuple, les retraduire dans des placés d'avocats ou dans des capacités à produire des lois justes, à ne pas négliger les malheurs du peuple, puisque après ça va être quelqu'un comme Saint-Just qui peut dire les malheureux sont les puissances de la terre, ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Ça c'est quelque chose qui ne peut s'énoncer que suite à cette tension historique. Donc il y a quelque chose de toute façon où sur la question des émotions, quand on commence à se pencher sur cette histoire, la période révolutionnaire est vraiment une période qui est consubstantielle d'un moment où on valorise d'une manière extrême les émotions. Elles ont un rôle normatif, et elles ont un rôle normatif dès la veille de la Révolution, là, avec les avocats, et dès le début de la Révolution, avec la manière dont on va valoriser la notion de résistance à l'oppression. Quelqu'un comme Sieyès, qui est très radical en 89, et comme vous savez, plutôt réactionnaire en 99, en 89, quand il prépare l'exposition raisonnée des droits de l'homme, il explique que la résistance à l'oppression, c'est quelque chose qu'on doit activer quand on sent vraiment, quand on est sensible dans son corps, à l'oppression ressentie comme un joug. Un joug, c'est quand on est sous le joug, comme un animal blessé ou un animal de trait. Et donc, il y a quelque chose qui est éprouvé physiquement avant d'être mis en mots. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est cet effort d'entendre qu'on est opprimé, qu'on se doit à soi-même en tant qu'on est membre du genre humain, de résister à l'oppression. Pourquoi on se doit à soi-même de résister à l'oppression? Parce que ce qui fait l'humanité, c'est sa liberté. Et donc il y a toute une hypothèse naturaliste de la vie libre. Et parce qu'on est dans une période où on veut produire un droit universel, et que ce droit universel n'est pas un droit sorti d'une imagination procédurale juridique, mais qu'il est un droit qui doit venir régler les rapports de domination pour empêcher la domination. Donc c'est un type de droit qui est un droit en fait protecteur et régulateur. Donc ce que dit Sieyès, c'est que ce qui
et instruit comme rapport de force ne produit jamais du droit, c'est-à-dire que le droit du plus fort est remis en question de manière radicale. Et par contre, la résistance à l'oppression des forts par les faibles produit toujours du droit. Autrement dit, l'acte de résistance est aussi l'acte de production du droit juste. Donc la question de la sensibilité est au cœur de la possibilité de sauver la cité comme cité de liberté, ou si vous voulez, comme lieu de l'éthos démocratique. Et donc si on perd cet homme sensible, comment pourra-t-on sauver un droit juste contre le droit du plus fort? Donc c'est consubstantiel. Voilà. Alors je ne trouve pas ça d'un coup, d'un seul, évidemment. Quand on raconte, ça paraît très limpide. Mais voilà, je me débat avec ces questions-là pendant un moment, et puis à un moment donné, ça s'agence. Et après, sur la dynamique de la terreur. Ouais, et comment juger, en fait, quelles émotions il faut... Alors, les émotions, c'est comme la musique, ça n'a pas de valeur politique en soi. Et donc, c'est la manière dont elles sont investies et dont elles sont structurantes des modes d'investissement. Et là, pour le coup, il y a deux auteurs, à mon sens, très importants, avant la Révolution, Shaftesbury, et pour le XXe siècle, Freud. Alors commençons par Shaftesbury quand même, parce que c'est vraiment la Révolution. Il est dans le débat avec son professeur John Locke sur faut-il ou ne faut-il pas se débarrasser de l'enthousiasme. Est-ce que l'enthousiasme, c'est quelque chose de dangereux et donc il va falloir le liquider au profit de la raison? Et c'est ce que pense Locke quand il dit une religion selon la simple raison. Parce que enthousiasme est alors synonyme de fanatisme et que ça a produit les guerres civiles en Angleterre. Alors que Shaftesbury pense que de toute façon c'est une vue de l'esprit, que ça ne peut pas être éradiqué. Et que donc il n'y a pas de possibilité de vouloir cette religion dans la simple raison, que ça n'existe pas. Et que par ailleurs, ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est justement son enthousiasme. Et que c'est à ce moment-là qu'il fait une première théorie de ce qui produit le sublime. C'est-à-dire des choses qui sont à la fois effrayantes et extrêmement grandioses, qui donnent le sentiment qu'on est en présence, dit-il, du divin. Et donc ce débat sur l'enthousiasme le conduit à considérer qu'il faut à la fois donner une place importante à l'enthousiasme, mais ne pas le laisser basculer dans le fanatisme. Et c'est là où il produit toute une série de propositions très britanniques, c'est-à-dire très pragmatiques, pour pouvoir canaliser l'enthousiasme. Et ces propositions sont assez intéressantes, très loin des compétences françaises, mais peut-être que ça viendra un jour, on ne sait pas. La première de ces compétences faibles pour les Français, c'est l'humour. Donc la capacité à prendre une certaine distance et à savoir produire un enthousiasme dont on serait capable immédiatement d'ironiser la puissance destructrice en tant qu'elle peut produire de la panique, qu'elle peut produire de la foule compacte, qu'elle peut produire justement ce qui conduit à craindre l'enthousiasme. Donc l'ironie, l'humour sont les outils qui permettent de ressentir l'enthousiasme et donc de savoir qu'il y a là quelque chose de grandiose, mais de ne pas succomber à ce qui produit le fanatisme. La deuxième chose qui est beaucoup plus simple, et là tout le monde a adopté ça, mais ça a produit peut-être des choses trop segmentées, en tout cas dans le contemporain, il me semble que les partis politiques subissent les effets de cette proposition pragmatique, c'est de ne pas réunir des grandes assemblées. Comme la panique et le fanatisme, c'est quelque chose qui circule comme de la contagion, dit-il, il est dans la métaphore médicale. Alors il faut faire en sorte que cette contagion circule moins, et pour qu'elle circule moins, eh bien, il vaut mieux que la corruption par le virus du fanatisme concerne une petite assemblée qu'une grande assemblée. Donc il conseille de ne faire que des petites assemblées qui pourront plus facilement contraindre le fameux virus du fanatisme. Si jamais il se présente, il n'y aura qu'une petite assemblée contaminée. Donc il propose de segmenter. Et là on est dans la segmentation classique, je dirais, du protestantisme et du puritanisme. Mais il le transpose du côté des enjeux politiques également. Et la troisième chose, c'est d'avoir
une sorte de magistrat qui ne serait pas un magistrat leader, mais qui serait une sorte de magistrat médecin. Donc, une magistrature, celui qui est en charge, qui porte la situation. Et donc, ce magistrat, il n'est pas supposé donner la norme, parce que c'est l'Assemblée qui est supposée produire ces normes, mais il est là pour veiller à soigner quand il y a effectivement des risques de fanatisme, c'est-à-dire que le groupe s'enflamme beaucoup trop vite, et donc il est là comme facilitateur, apaisé, enfin, choses qui seront reprises dans la pragmatique américaine des années 20 et 30, tel que ça peut être décrit par collègues en sociologie. Mais les émotions, alors, ça reste aussi un champ de force, en quelque sorte. C'est un champ de force. Ouais. Et donc, les jugements portés sur des émotions sont des jugements alors circonscrits dans des luttes sociopolitiques, ou comment faire pour ensuite porter un jugement, disons, historique sur tel ou tel événement. Je pense... il y a plusieurs strates, parce qu'il y a déjà, entre John Locke et Shaftesbury, il y a l'idée qui ne veut pas des émotions, l'autre qui veut des émotions. Une fois qu'il y a des gens qui veulent bien des émotions, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les émotions. Et une fois qu'on considère qu'on doit faire des choses avec les émotions, qui doit gérer les dangers des émotions. Mais il y a une conscience du danger. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette période-là, il y a un débat sur valeur ou pas valeur, danger ou pas danger, et donc il y a une conscience du danger. Et ça me paraît être quelque chose qu'on a perdu. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est diabolisé ou adoré. Ouais. Mais donc soit c'est le nazisme et les cathédrales de lumière, soit c'est bravo, les meetings où on est enfin enthousiaste, on va pouvoir refaire peuple parce qu'on adore le tribun. Bon, je pense qu'on peut être ailleurs avec cette question des émotions, dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Et il me semble que le moment révolutionnaire est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'il pense à la fois la nécessité de retenir l'ardeur quand elle est trop forte et de la relancer quand elle est trop faible. Parce qu'on est absolument convaincu qu'on ne peut pas être citoyen dans l'apathie. C'est-à-dire l'absence d'émotion, l'absence de sensibilité ne peut pas produire un citoyen. Ça ne peut produire qu'un habitant qui va devenir assujetti à des rapports de domination. Et donc il y a quelque chose là qui est crucial. Alors, le jugement sur les émotions. Il n'y a pas de jugement sur les émotions a priori. Il y a un jugement en fonction de l'endroit où on se situe. C'est-à-dire qu'on va trouver que les émotions sont bonnes. C'est un peu comme l'usage qu'on fait du mot révolution. C'est-à-dire qu'on va trouver qu'il y a de la révolution, de mon point de vue, s'il y a de l'émancipation. Les émotions sont bonnes si elles permettent de s'émanciper, si elles permettent de produire une dynamique émancipatrice. Si elles produisent l'inverse, elles ne sont pas bonnes. Et donc, en fait, il n'y a pas un jugement a priori sur les émotions. C'est un peu comme la fidélité. Être fidèle à Hitler, ce n'est pas une qualité. Et être fidèle à, je sais pas, à un idéal comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si on est d'accord sur la dimension normative qualifiante pour l'humanité en tant qu'elle devient humaine, alors c'est positif. Donc, c'est quelque chose qui est ambivalent. Et cette ambivalence, elle est justement extrêmement travaillée par Freud. Et il est capable de dire les émotions et les gens qui ressentent les émotions en groupe, c'est question de la foule, c'est la lutte sur la foule, sur les masses, en fait, la traduction, vont être soit plus abjects, soit plus sublimes que les individus. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'ils sont plus sublimes et quand est-ce qu'ils sont plus abjects. Oui. Mais en déplaçant en fait la question du jugement sur les valeurs sur la question par exemple de l'émancipation, ne faut-il pas néanmoins réinscrire l'émancipation elle-même dans des conjonctures socio-historiques, Parce qu'on peut dire que par exemple, et là on en vient à une autre question qu'on avait pour toi, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'inscrit quand même dans un contexte très français où il y a quand même des inégalités considérables, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les Français et les étrangers justement, que ce soit entre ceux qui ont les moyens de participer à la politique et ceux qui n'en ont pas. Donc l'émancipation, comment définir l'émancipation? Enfin, il y a deux questions en fait. Comment définir l'émancipation en dehors des contextes? Mais plus précisément, et là c'est une question qu'on a formulée tout à l'heure,
comment situer la Révolution française par rapport à d'autres activités révolutionnaires à la même époque, la Révolution haïtienne par exemple, ou d'autres luttes qui ont été aussi parfois mises de côté ou marginalisées par rapport au grand événement de la Révolution française. La question de l'émancipation, comment définir l'émancipation? Alors, comment définir l'émancipation? Et ça ne peut pas ne pas être situé. Oui. C'est nécessairement situé. Et de ce point de vue-là, la puissance de la Déclaration des droits, c'est qu'elle produit un discours qui, lui, n'est pas situé. C'est-à-dire que par de la rhétorique, par le fait d'utiliser le présent, un présent d'éternité, par tout ça. Donc, il y a un outil qui n'est pas situé. Et avec cet outil qui est en fait situé, si on cherche à le situer, quand même qui est globalement pas situé, il y a la possibilité de le faire entrer en crise par ce qui en a été exclu dans la pragmatique sociale. C'est-à-dire que, évidemment, la Déclaration des droits, elle produit un discours assez universel, mais par des gens qui ne le sont pas. Donc la société ne va pas être adéquate à ce texte. Mais du coup, ça produit les luttes de la société pour réclamer qu'il y ait une adéquation entre le texte et la société. Et les monarchistes le savent parfaitement, et dans un journal comme Les Paroles, en fait, il explique que les esclaves vont venir la déclaration à la main pour réclamer leur liberté. Et donc, il ne faut surtout pas que ce texte sorte de la métropole, parce que ça sera la fin des colonies. Et donc, il y a quelque chose qui est absolument entendu des enjeux, et c'est effectivement ce qui se passe, et donc ça me permet de répondre à la question haïtienne. La question haïtienne, elle est liée à la fois à ce qui se passe de l'exclusion des métis par les blancs et les néo-blancs dans les plantations et la possession des plantations, et le fait que du coup les libres de couleur, pour la plupart, ont envoyé leurs enfants étudier en France, non pas parce qu'ils voulaient qu'ils étudient en France où ça serait meilleur, hein, c'est pas l'esprit actuel, mais parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants subissent le mépris des blancs alors que c'était des nobles. Il ne faut pas oublier que les métis libres de couleur sont des nobles la plupart du temps, parce que c'est des enfants reconnus par des parents nobles, par des pères nobles, qui ont eu des enfants avec des femmes noires. Donc c'est des nobles, mais ils sont totalement méprisés et petit à petit expropriés par les blancs et les néo-blancs. Donc il y a toute une histoire du XVIIe, XVIIIe siècle, l'invention de la couleur, l'invention de la race, la manière dont ça se raffine de plus en plus avec Moreau de Saint-Méry, et où en face, quelqu'un comme une grande figure métisse, Julien Raymond, en fait, va défendre les libres de couleur au point, à un moment donné, de considérer qu'effectivement, l'alliance ne doit pas se faire au sein de son groupe social, mais avec les esclaves en tant qu'il y a des enjeux de race. Donc il y a quelque chose qui se joue là, je dirais, qui a une histoire pas autonome de la Révolution française, mais qui existe avant la Révolution française et qui va rencontrer la Révolution française. Donc il y a un point historique qui démarre avant la Révolution française et qui rencontre la Déclaration des droits et les révolutionnaires radicaux. Les révolutionnaires radicaux qui vont soutenir Julien Raymond, c'est, vous connaissez, Robespierre, Grégoire, Mirabeau. Mirabeau, c'est plus atypique, mais Mirabeau est très radical sur ce point. Et donc il va y avoir un conflit entre un lobby colonial, où il y a des gens comme Barnave, Adrien Duport, et puis de l'autre côté, les radicaux qui réclament la liberté des libres de couleur, la reconnaissance des libres de couleur et des esclaves. Ça va être laborieux comme combat, mais c'est un combat qui ne peut se mener que parce qu'il existe cette déclaration des droits. Et donc considérer que cette déclaration des droits, elle est une déclaration de l'homme blanc pour l'homme blanc, qui exclut les femmes, les étrangers, les enfants, enfin, etc. Je pense que c'est une erreur de focale. C'est une erreur de focale qui correspond à aussi une histoire de la pensée, pour le coup, plutôt nord-américaine, et qui a été une critique légitime de l'ethnocentrisme français. Mais dans cet ethnocentrisme français, c'est plutôt le côté cocardier à dire « Ah, nous on a fait la déclaration des droits », mais ça n'entame pas le fait d'être cocardier. La cocarde, elle est intéressante quand même, quel que soit l'usage qu'on en fasse. Et cette déclaration des droits me paraît très intéressante. Et de ce point de vue-là, je pense que la trajectoire de Judith Butler, par exemple, qui est vraiment une des grandes critiques de cette déclaration des droits dans un premier temps, qui explique qu'elle est un objet qui
en fait, ne fonctionne qu'à la forclusion de ceux qui ne sont pas inclus dans la possession des droits déclarés, etc. Elle va expliquer qu'en fait, quand elle se met à militer sur cette question des droits de l'homme dans des institutions internationales, eh bien, elle en a besoin, et que c'est parce qu'on met en crise, quand on exclut cette déclaration des droits, qu'il y a la possibilité de mener sa lutte sur un mode audible et légitime. Et que c'est cet objet, parce qu'il est justement à prétention atemporelle et universelle, est un outil. Et c'est déjà ce que disait Rivarol, ça va être l'outil des esclaves, etc. Après, elle est évidemment perfectible, puisque dès 1793, on en fait une autre. Et si on en fait une autre en 93, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au lieu de faire de la résistance à l'oppression un des droits de l'homme, au même titre que la propriété, avec les ambiguïtés sur la propriété, on va faire de la résistance à l'oppression le fondement de l'ensemble de la déclaration. C'est-à-dire qu'on considère que la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. En fait, c'est la cause, quasiment. Cause-conséquence, ça tourne. Parce que la conséquence des autres droits de l'homme, ça veut dire que si on n'a pas le droit de résistance à l'oppression, qui sauvera les droits de l'homme? Quand ils seront en train d'être grignotés par l'état d'urgence, le droit pénal de l'ennemi, enfin tout ce qui nous arrive en ce moment. Donc, en l'occurrence, c'est parce qu'on peut résister à l'oppression et qu'on a affirmé que c'était un droit qui a la possibilité de sauver l'ensemble du droit dit libéral. Puisque maintenant, il y a aussi une confusion sur le mot libéralisme. Donc, il y a quelque chose qui se joue là qui est extrêmement important et qui n'est pas que contextualisé, qui est quand même un outil qu'on peut voir opérateur à différents moments. Ouais, mais après, il y a un risque de discours diffusionniste, c'est-à-dire que c'est diffusionniste, c'est-à-dire que c'est les Français qui ont inventé l'universel en quelque sorte. Je fais très très vite, mais que voilà, c'est la grande déclaration universelle en France qui a permis au peuple ailleurs de se revendiquer de quelque chose, justement en passant par le biais de la pensée universaliste de la France. Alors que si on regarde la déclaration d'indépendance haïtienne, c'est très très clair. Ils identifient en tant comme problème, pas les armées de la France, mais la pipeuse éloquence des Français. C'est-à-dire ceux et celles qui parlent au nom de l'universel pour imposer un régime très particulier et très spécifique. Mais c'est pas le même. Et donc là, leur déclaration, c'est au nom d'un peuple particulier et pas au nom de l'universel. Oui, mais en l'occurrence, la manière dont la déclaration d'Haïti se fait, c'est pas dans la même séquence révolutionnaire. C'est la séquence. C'est plus tard. Mais oui, mais du coup, c'est la séquence où c'est déjà plus la révolution, même pas celle de 93. C'est-à-dire que la position haïtienne, c'est quand on est après le 9 Thermidor et qu'il y a une reconquête du droit censitaire, de l'exclusion de toutes parts, remise en question de l'abolition de l'esclavage, etc. Donc il y a quelque chose, ce qui se met en place à ce moment-là, c'est finalement un des problèmes hérités de la période révolutionnaire, le fameux problème révolutionnaire de notre démocratie, et où ce qui est mis en place en lieu et place de ce qui était républicain en 1792-1793, c'est l'opposition à nouveau radicalisée entre les blancs et les noirs et l'affirmation d'une république noire. Mais du coup, on ne déracialise pas, alors que le processus révolutionnaire, c'était l'unité de tous les épidermes avec des représentations assez intéressantes, avec des blancs, des noirs et des métis, et la possibilité d'avoir une égalité, quelle que soit la couleur de la peau. En principe. Non, pas simplement en principe, en pratique aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose sur la révolution haïtienne qui n'est plus contextualisé. Et on confond ce qui se passe en 1791, où il y a les luttes les plus sauvages entre le lobby colonial et ceux qui font la révolution sur place, la séquence qui est la séquence de Paul Verel et des représentants républicains qui sont présents, qui vont proclamer l'abolition de l'esclavage et qui vont créer les plantations autogestionnaires, c'est complètement été oublié, et on passe directement, à cause de la manière dont est faite l'historiographie d'Haïti, qui pose en elle-même un problème comme construction historiographique, aux luttes pour construire Haïti, qui ne sont pas nécessairement des luttes les plus émancipatrices du monde. Moi, je ne suis pas défenseuse du tout de Toussaint Louverture. Je pense que ce n'est pas du tout une figure satisfaisante. Et les gens qui travaillent aujourd'hui à Haïti expliquent à quel point Toussaint Louverture ne supporte pas le désir d'égalité des paysannes et leur reproche, par exemple, de s'habiller avec des trop belles robes. Et il les met toutes nues et il les fesse en public.
Et donc il y a quelque chose d'une extrême violence de la Fondation laïque qui aujourd'hui n'est pas encore vraiment dévoilée, travaillée, etc., mais qui n'est pas la position républicaine du tout de la Déclaration des droits. Et donc moi, je ne pense pas que ça remette en question l'universalisme de cette Déclaration des droits, mais dire que la Déclaration des droits est qu'un événement langagier à une portée universelle, ça n'auréole pas pour l'éternité le lieu qui a produit ce contexte. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que ça a eu lieu là que, du coup, les Français de toute éternité vont être à la hauteur de ça. On a beaucoup parlé de la hauteur de la Révolution, il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut, et c'est Saint-Just des 94. Je crois que la question de fond, c'est de savoir d'où surgit l'universel. Mais en l'occurrence, il surgit d'une conjoncture. C'est-à-dire, cette conjoncture, c'est les théories liées au droit libéral ou à la question des droits naturels autour des révolutions anglaises, de la révolution américaine et de la conjoncture française de ce mouvement du sensualisme. Bien sûr. Ça pose des problèmes. Mais bien sûr. Mais en l'occurrence, ceux qui vont faire la révolution sont aussi anti-impérialistes. C'est-à-dire que quand vous avez Robespierre, etc., bien sûr, c'est-à-dire que l'opposition entre le lobby colonial et Grégoire et Robespierre, c'est une opposition entre les impérialistes et les anti-impérialistes. C'est-à-dire qu'il y a une conflictualité à l'intérieur de la Révolution sur cette question-là. Et donc, on ne peut pas parler de la Révolution comme si c'était un bloc sans tenir compte des conflictualités sur les questions d'héritage. Et les critiques de Robespierre, par exemple, de la déclaration de 89. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis il en faut une autre, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Elle est un objet des hommes, elle n'est pas un objet des dieux. Donc en soi, elle n'est pas parfaite. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conflictualité qu'on peut reprocher aujourd'hui sous figure de l'ethnocentrisme, c'est une conflictualité qui existe à l'intérieur de la Révolution française. Donc il faut restituer ce débat intra-révolutionnaire pour comprendre quelle est la puissance de l'universel sans l'assigner à une identité quelconque du peuple français ou même de la France de toute éternité ou je ne sais pas trop quoi. Ça c'est une autre question, c'est-à-dire vouloir s'attribuer la gloire de la Déclaration des droits alors qu'on la piétine tous les jours, c'est une autre question. Oui. Ça n'enlève rien à la Déclaration des droits. D'accord. Bon, on va peut-être ouvrir à la salle pour d'autres réactions, questions, réflexions, etc. Ouais. Oui, peut-être que j'ai besoin d'un peu de rapport réfléchir, mais sur cette question de l'universel, il n'y a pas une tension entre l'universalité, un peu plus forte, une tension entre l'universalité et sa puissance normative et la awareness, la prise de conscience qu'il n'y a pas d'objet donné par Dieu. Et donc rien n'est un fait parfait conclu en soi-même. Il n'y a pas une tension entre cette connaissance, cette prise de conscience et la puissance à la base de la normativité de cette universalité. Non, en fait, c'est pas encore détaché de Dieu, c'est sous les auspices de l'être suprême. C'est Dieu qui a déposé en chacun des hommes la raison, et c'est en tant que les hommes acceptent de faire usage de leur raison sans dogmatisme qu'ils peuvent produire ce nouveau dogme pour l'humanité qui est la Déclaration des droits. Donc c'est pas vraiment une tension parce que c'est assumé le fait que c'est sous les auspices de l'être suprême. Donc à ce moment-là, c'est inclus dedans. C'est pour nous que c'est une tension. Ah ouais. Pour nous. Ah, pour nous, et pour nous, c'est. Je pense maintenant au droit de l'homme contemporain. Là, je pense que c'est pas tellement gênant à partir du moment où, comme dirait Lévi-Strauss, pour en revenir à lui, même si la fonction des droits de l'homme est mythique, elle permet à l'humanité de s'émanciper. Et moi, je dirais que si j'ai un jugement à faire à l'égard des droits de l'homme et du citoyen, ça serait celui-là. Je sais que c'est pas la vérité, je sais qu'on peut peut-être faire des choses intéressantes. La question pour moi, c'est pourquoi on en fait si peu usage. Je vous donne juste un exemple. Dans le bloc constitutionnel français, il y a la déclaration de 89. On n'a pas été jusqu'à mettre celle de 93. Bon. Mais on a mis celle de 89, qui est déjà pas si mal, et Robespierre, en 91, il écrit un journal qui s'appelle Le Défenseur de la Constitution, pour dire
C'est pas parfait ce qu'on a, loin de là. Je me suis battue contre tout le temps, mais avec ça, on va pouvoir faire progresser les choses. Donc il faut défendre la Déclaration des droits et donc la Constitution. Donc on l'a dans notre Constitution. Quand on visite notre site constitutionnel, qui est un site Légifrance, c'est-à-dire ouvert au public et qui explique tous les usages, il y a eu, depuis que c'est rentré dans le bloc constitutionnel, c'est-à-dire quelque chose comme 72, un truc comme ça, dans ces eaux-là, il y a eu 4 usages. On a fait 4 fois usage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais parce que ça reste un objet sulfureux, ça reste à brûle. Et donc les juristes, ils n'osent pas, ils restent dans le droit positiviste. Ils ne vont pas du côté de ce droit normatif. Et donc il y a bien quelque chose qui se joue dans, non pas la question que vous posez, qui à mon avis ne trouble pas tant que ça, mais dans l'idée qu'on puisse avoir des normes supérieures au bricolage juridique qui conduit aujourd'hui à pouvoir fabriquer le droit ad hoc à des situations. Et là, les juristes, ils n'ont pas de problème. Ils vont fabriquer du droit ad hoc aux situations, mais par contre, avoir des normes universelles qui les empêchent de faire n'importe quoi, ça les gêne. Mais pour pouvoir mettre en place, par exemple, le régime de Vichy et la question de la manière dont on va traiter des juifs sous Vichy, il faut d'abord qu'il n'y ait pas de déclaration des droits normatifs naturels. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais on mettait vraiment en place sur un mode juridique et pas sous ce mode larvé, un mépris absolu de l'être humain en tant qu'il est réfugié ou qu'il est étranger et qu'il veut rentrer sur le territoire, etc., on pourrait faire usage de la Déclaration des droits. Donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'en fait pas usage? Et je pense que là, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant politiquement à interroger que cette question sempiternelle, est-ce qu'elle est ethnocentrique, est-ce qu'elle n'est pas ethnocentrique? Je pense que les Haïtiens et les esclaves de 1789 à 1794, ils en font un usage maximum. Ils savent qu'ils se réfèrent à la résistance à l'oppression. Ils savent qu'ils veulent devenir souverains. Ils savent tout ça. Ils ne peuvent pas créer même Haïti sans l'avoir absorbé. Pourquoi nous, on est à ce point étranger à ça? Mais je crois que les Haïtiens, ils ont aussi identifié un problème de fond, c'est-à-dire le rapport entre le dire et le faire. Une chose, c'est de dire, c'est justement ce que tu viens de souligner. Une chose, c'est de déclarer, une chose, c'est de dire, une autre chose, c'est de faire. Non, et si la déclaration se distingue d'une transformation qui est justement dans la continuité des déclarations, là, il y a un problème. Non. Je pense que ça, c'est une vision très idéaliste du pouvoir des dominants. Les dominants dominent. Ils produisent éventuellement des déclarations pour avoir une bonne morale. Exactement. Mais les dominés luttent. Et soit ils luttent, soit ils luttent pas. D'accord. Et quand ils ont des outils pour lutter, la question c'est pourquoi ils s'en emparent pas. Ah d'accord, donc c'est du point de vue des dominés, en fait, ce que tu soulignais à l'instant. Pourquoi on s'en empare pas? Pourquoi il n'y a pas plus de lutte avec? Il pourrait y en avoir le stock. Et pour le coup, c'est la conclusion du livre de Milner sur qu'est-ce que c'est être citoyen par rapport aux droits de l'homme et le désaccord qu'il instruit avec Hannah Arendt. C'est que qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la possibilité que quand on dispose encore des droits de citoyens, on a la responsabilité de défendre les humains. Et qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. C'est chacun pour soi et Dieu même pas pour tous. Très bien. Pour lui. Car vous disiez avant qu'il s'agit d'un outil. Et un outil qui peut toujours être approprié dans un conflit. Et donc peut-être le problème c'est en effet la structure, la nature, la façon de ces droits à l'intérieur du système juridique national et international de fonctionner. Donc c'est peut-être une partie de réponse au pourquoi on n'utilise pas Citant, si elle pourrait être un outil. Non, mais elle reste un outil. Je vais vous donner des exemples. Non, elle reste un outil, mais... Non, mais c'est très concret et très pragmatique. Quand on est dans des luttes très concrètes aujourd'hui en France, une des luttes les plus importantes sur cette question-là, c'est celle que j'ai évoquée, qui est la sempiternelle, répétitif et nappe immobile du temps sur la question des étrangers. Aujourd'hui, quelqu'un qui est malade et qui a des soins en France, on peut faire valoir
que ces soins respectent sa dignité humaine et le fait qu'on va effectivement le reconnaître comme un être humain qui mérite d'être soigné. Et du coup, ça permet de le maintenir en France pour qu'il obtienne le droit d'asile malgré les accords de Dublin. Dublin, vous connaissez un peu ces affaires-là ou pas du tout? Bon, aujourd'hui, quand vous arrivez sur le territoire européen et que vous êtes réfugié, afghan, syrien, érythréen, etc., vous devez demander le droit d'asile là où vous mettez les pieds en Europe pour la première fois. Si vous tombez sur un pays qui donne très très peu le droit d'asile, vous pouvez être renvoyé d'où vous venez rapidement. Et si vous entrez d'une manière illégale en France et que vous avez déjà été enregistré en Europe dans un autre pays, vous subissez ce qu'on appelle la procédure Dublin. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de demander l'asile en France et que du coup vous y êtes illégal, clandestin, et ça devient très compliqué et vous êtes très peu protégé, vous êtes dans une situation qu'Agamben décrit comme la vie nue. Bon. Cette vie nue, elle est un peu enrobée par toutes sortes d'associations qui existent, et dans ce contexte-là, il y a quand même des juristes qui bossent tout le temps et qui trouvent les failles pour pouvoir faire jouer la question des droits de l'homme. Et donc, au nom des droits de l'homme, on obtient le fait de dédubliniser, de dire il va pouvoir demander quand même le droit d'asile aussi. Et donc là, il y a une efficience immédiate de l'usage quand on s'empare de l'objet. Alors, on s'en empare et on le fait jouer, sur un mode très pragmatique juridique, et ça marche. Et donc, on réussit comme ça un certain nombre de choses. Si on ne le fait plus, si on n'est pas au travail, ben, il ne sert à rien ce droit. Je ne sais plus, il y avait une deuxième question, mais là, sur une dimension pragmatique. C'est une réponse, mais alors, car j'essaie de trouver une réponse à votre question. Alors, pourquoi on ne l'utilise pas si tant, si il s'agit en effet d'un outil tellement... Je pense qu'on l'utilise pas mal, mais qu'on l'utilise sans faire valoir la précision des choses. Et que du coup, ceux qui sont contre, ça fait depuis les années 80 qu'ils fabriquent un autre droit. Et ce droit est en train de gagner. Ça s'appelle le droit pénal de l'ennemi. Dans le droit actuel, le droit libéral issu de l'histoire moderne, anglaise, américaine et française, éventuellement haïtienne si vous voulez, mais je ne pense pas que Haïti, je pense que c'est plus compliqué Haïti, en fait, peu importe. Dans ce droit, eh bien, on considère que il y a trois configurations de rendu de justice. Quand les sociétés sont unifiées, c'est le droit pénal classique, et donc dans le droit pénal classique, il va falloir faire la preuve que vous êtes un criminel, et en fonction du crime que vous avez commis, on va avoir différentes peines qui, depuis Beccaria, sont supposées être ajustées à votre crime. Si on est dans une société désunie, il y a un droit qui est le droit de la terreur, qui est le droit de la vengeance, public, qui est une sorte de justice, mais où vous êtes situé dans un des groupes qui est en situation de vengeance. On passe sur la vengeance. Et puis il y a un troisième droit, qui est le droit de la guerre, où l'autre n'est pas considéré comme devant être réintégré dans le corps social, ce qui était le cas du criminel. Une fois qu'il a purgé sa peine, il est réintégré dans le corps social. Non, dans la figure de l'ennemi, il est à abattre. Et c'est ça la guerre, c'est quand l'autre n'est pas à réintégrer, mais à abattre. Le droit pénal de l'ennemi, si vous entendez ennemi, c'est la guerre, et pénal, c'est la société unifiée. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une société, vous pouvez faire basculer des individus qui étaient citoyens dans la situation d'être des ennemis. Et du coup, il n'est plus protégé par le droit du citoyen, donc le droit libéral. Et donc, ceux qui sont inquiets de l'usage possible de la Déclaration des droits, ce n'est pas les radicalisés des gender studies, des subaltern studies et de toutes les studies que j'aime beaucoup, mais qui ont aussi des défauts. C'est les gens de droite et d'extrême droite. Et ils ont pondu le droit qui leur permet de lutter contre le droit libéral et la Déclaration des droits, qui est ce droit pénal de l'ennemi. Ce droit pénal de l'ennemi, c'est ce qui a permis de créer Guantanamo, c'est ce qui permet de pouvoir produire un peu partout des situations d'état d'urgence, c'est ce qui permet d'emprisonner les gens sans avoir à passer devant le juge. C'est le fait de revenir à avant l'habeas corpus. Donc il y a aujourd'hui un danger réel de remise en question de ce droit issu des révolutions émancipatrices.
Et je pense que la vraie question politique aujourd'hui, c'est celle-là. C'est pas de savoir si ce droit il est ethnocentrique ou pas. Parce que je pense que cette question-là, bon an, mal an, elle est plus ou moins résolue par la trajectoire de Judith Butler. Après, c'est pas reconnu par tout le monde, Mamadou Diouf n'est pas d'accord, ça anime encore beaucoup de monde, mais je pense que c'est une question qui est résolue et quasi obsolète. Parce qu'on s'en moque, c'est l'usage des outils qui compte aujourd'hui, parce qu'on ne croit plus en Dieu. Parce que peu importe que ça soit né en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ça a été capable d'être diffusé. Ça a été capable d'être diffusé pour des conjonctures qui ne sont pas à allouer d'une manière éternelle à un peuple, mais à considérer comme moment historique de ce peuple. Et ça ne lui donne pas un pouvoir pour l'éternité, ni une capacité morale pour l'éternité. Et les révolutionnaires le savent dès 1794. Hein, il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut. Les Français, ils sont tombés depuis très longtemps. Ils se racontent tous l'histoire. C'est leur problème d'identité. Ce n'est pas le problème de la Déclaration des droits ou de l'habeas corpus pour les Britanniques. Hein, l'habeas corpus, c'est pareil. En Grande-Bretagne, le droit pénal de l'ennemi et la question de la kill box et de la possibilité d'utiliser les drones pour assassiner sans être considéré comme criminel, on est en plein dedans. Et c'est là où est né l'habeas corpus. Donc la question des peuples et de leur identité et la question des formes juridiques qui sont nées à certains endroits de l'histoire, c'est distinct. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui nous met réellement en danger. Ce n'est pas la déclaration des droits, c'est le droit pénal de l'ennemi. I'm going to ask a question in English, if that's okay. And I'm working purely on the translation, so you'll have to forgive me if I miss some of the nuance. It's very good translating. I have questions about the use of the U.S. Constitution in the context of North America and First Nations people. So rather than say that the document is a historical tool and the translation says God is dead, so who cares who created it? In the U.S., we treat the Constitution as a living document, right? And so it's not a matter of being developed at one specific time in history by a particular group of people. It's meant to adapt and include people who are otherwise excluded. But we see the constant struggle of specifically First Nations people try to use the specific tool of the Constitution against itself. And it seems pretty obvious that there's a structural incompatibility there. There's obviously been no success, and the Constitution is constantly tweaked in an effort to create some reforms that then are like backpedaled, like all these treaties and such. So I guess my question is, one, what about in the U.S. context with the U.S. Constitution as a living document and pragmatic struggles of First Nations people? And two, why in this case aren't we just talking about reform? It sounds kind of like liberalism and reformism to talk about using these tools of the master. I mean, Audre Lorde already said you can't do that. So why are we talking about reformism and liberalism rather than revolutionary politics? Je résume vite fait. Juste la première question, c'est le rapport entre, dans le contexte américain, la Constitution est un document vivant et la lutte des indigènes de l'Amérique pour essayer de travailler avec la Constitution pour faire des changements, alors qu'il y a eu très peu de changements parce que le gouvernement américain n'a jamais reconnu les traités et tout ça. Ça, c'est la première question. Deuxième, pourquoi on a l'impression qu'on parle de réforme et de libéralisme des droits, des choses comme ça, plutôt que de la révolution ou la transformation sociale de façon plus profonde. Je résume. Aujourd'hui dans nos discussions, on parle. Pourquoi nous, on parle de réforme et de révolution? Oui, enfin, je crois que c'est parce qu'on parle des droits, c'est à partir de la révolution, peut-être qu'il y a des choses à préciser, mais que c'est des. Quand on parle de la déclaration des droits de l'homme, par exemple, c'est comme si on parlait surtout de réforme à l'intérieur d'un état de droit, plutôt qu'une révolution. Voilà. Oui, voilà, c'est la question entre le libéralisme et la révolution, en fait. C'est ça. It might just be a translation then. Non, c'est que les deux questions sont claires ou et je suis en plus. Donc la première, la lutte des indigènes, pas tellement réussie, quoi. C'est ça. Alors, la lutte en Haïti, par exemple,
pour remettre dans le contexte que je connais mieux, elle ne peut réussir que parce qu'il y a une alliance possible et une conjonction entre la victoire des Républicains sur le territoire métropolitain, en accord avec les luttes qui se mènent en Haïti, enfin ce qui n'est pas encore Haïti, à Saint-Domingue. Et donc la question que vous posez, c'est celle du rapport de force. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils en tant que tels, ils n'ont pas de qualité en soi, sinon qu'ils sont utilisables. Mais ils sont utilisables dans un certain type de rapport de force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outils qui soient stabilisés pour l'éternité, la fin de l'histoire, ça n'existe pas. Et que ce dont vous témoignez, c'est que les luttes des peuples premiers ou des esclaves, etc., pendant tout un temps, ils n'ont pas suffisamment d'alliés du côté des dominants pour pouvoir faire un rapport de force qui soit favorable. Et donc il y a de la triche, de la falsification du droit, et c'est bien la question de l'efficience du droit qui est à poser. Et donc la question, c'est pas le droit, c'est la citoyenneté. C'est dans quelle mesure le dogme produit par le droit libéral constitue ou non des citoyens, en tant qu'ils ont la responsabilité de résister à l'oppression. Donc on revient au fondement, c'est-à-dire que ce droit n'existe que s'il y a des citoyens sensibles qui sentent que quand ils ne résistent pas à l'oppression, ils perdent leur dignité. Ça arrive dans l'histoire, ça arrive, c'est ce qui s'est passé en Tunisie autour de la mort de Bouazizi. Autour de la mort de Bouazizi, il n'y avait pas obligation qu'il y ait une révolution. Il s'est passé un événement subjectif qui fait qu'à ce moment-là, cet événement a produit un sentiment partagé que s'il ne se passait rien après que le président Ben Ali soit allé au chevet de Bouazizi d'une manière extrêmement cynique pour faire de la propagande, s'il ne se passait rien, alors tous les Tunisiens y auraient perdu leur dignité. Et il y a quelque chose qui se joue autour d'un mot qui veut dire ça et qui produit le mouvement. C'est un mouvement subjectif énorme autour du fondement sensible. Qu'est-ce qu'être un être humain? Et si on n'a plus rien à perdre parce qu'on a perdu sa qualité d'être humain, alors il y a quelque chose qui se joue pour le reconquérir depuis sa mort imaginée d'être humain. Et donc il n'y a pas toujours ça. Le point crucial aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait il n'y a pas de commune humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sentiment que quand l'autre est opprimé, je suis opprimé. Alors c'est ça le fondement du droit libéral de la Déclaration des droits, c'est la réciprocité du droit. C'est quand je suis opprimé, la société est opprimée. Quand je ne suis pas opprimé, mais que quelqu'un est opprimé, je suis opprimé et la société est opprimée. Donc il y a une espèce de capillarité de l'oppression. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement cassé par une autre conception du libéralisme, qui est une conception du droit illimité. Et donc il y a deux conceptions de la liberté qui s'affrontent dans la Révolution française et qui s'affrontent aussi dans les usages qu'on peut faire de la Déclaration des droits. Il y a une première conception de la liberté où l'autre est un moyen de mon bonheur. Donc si je laisse fuir le moyen de mon bonheur, et dans la Déclaration américaine il y a la poursuite du bonheur, si je laisse fuir parce que je laisse opprimer le moyen de mon bonheur, je vais perdre mon bonheur. Plus il y a de gens libres, plus je suis libre, plus je suis heureux. Donc je dois défendre la liberté de l'autre pour défendre ma propre liberté. Et ça, c'est une conception de la liberté. Et il y a une autre conception qui n'est pas la même et qui n'est pas celle que Petit appelle non-domination, qui est ma liberté est illimitée. Et s'il y a un obstacle, un autre, une personne qui fait obstacle, je l'écrase pour faire mon chemin, parce que je suis libre. Et ça, c'est ce que Saint-Just va appeler se déclarer indépendant pour faire le mal. Et donc, il y a une confusion à l'intérieur des conflits qui animent le libéralisme entre être libre parce que je considère que ma liberté est agrandie et mon bonheur agrandi par la liberté de l'autre et le bonheur de l'autre, et être libre en tant que c'est se déclarer indépendant pour faire le mal. Voilà. Et cette confusion, elle est devenue extrême. Extrême. Et aujourd'hui, le droit pénal de l'ennemi, c'est le choix délibéré d'appeler libéralisme le droit non seulement de faire le mal, mais de tuer. Le droit de tuer. Donc il y a quelque chose à repenser de la conflictualité du libéralisme. Il y a plusieurs libéralismes, en France c'est très clair. Il y a une critique libérale du libéralisme économique, qui est la critique faite par Robespierre, par Saint-Just, par Grégoire. Et il y a les libéraux comme Benjamin Constant,
Les deux s'appellent des libéraux, mais c'est pas le même libéralisme. Et c'est pas la même conception de la liberté, et c'est pas les mêmes manières de faire usage des énoncés de la Déclaration des droits, qui, comme tout énoncé en langue naturelle, sont interprétables. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont interprétables qu'on a considéré que la résistance à l'oppression ne devait pas être du côté du langagier, mais du côté du corps. Parce que quand vous avez mal, quand vous ne pouvez plus respirer, à en mourir comme l'année dernière Adama Traoré, on ne peut pas vous dire vous n'avez pas été opprimé. Je ne sais pas si les policiers vont être jugés, mais l'année dernière on nous a expliqué que c'est parce qu'il avait une malformation, parce que ceci, parce que cela. Simplement il a été étouffé. C'est exposé d'une manière tellement limpide que c'en est terrible. Mais l'oppression, il y a des gens, ils suffoquent en arrivant au bureau. Il y a des gens qui sentent. Voilà, on sent dans son corps si on est opprimé. Pourquoi on devait sentir dans son corps? Parce qu'on savait déjà que le langage était falsifiable. Et donc il y a quelque chose qui se joue sur notre capacité à reprendre la définition « je ne suis libre que quand les autres sont libres ». Et ça, c'est très difficile aujourd'hui. En tout cas, le modèle qu'on nous propose, c'est l'envers. Je crois qu'il y a encore deux questions. Je vais peut-être vous demander de les poser parce qu'à -5, on va nous chasser d'ici. Donc Armen et André. C'était pour revenir à ce que vous avez dit très précédemment sur le droit pénal un peu plus de l'ennemi. Je suis d'accord avec ce diagnostic-là qui est une multiplication de zones grises en réalité dans lesquelles on ne sait plus si dans quelle zone on se trouve. Mais moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est, et donc cette ligne, effectivement, c'est une montée en force de cette ligne, disons, de transformation du droit. Il me semble qu'il y a une seconde, et je voulais avoir, pour que je le décrive, je voulais avoir votre sentiment sur l'articulation éventuelle entre les deux. Et cette seconde ligne de transformation du droit, c'est plutôt la montée à puissance de l'économie au sein même du droit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque que vous avez décrite, je pense le droit et l'économie sont deux continents, enfin, on pourrait aller très vite, relativement séparés. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à la transformation du droit au service de l'économie. Bon, je veux dire, pourquoi en parler déjà? On peut penser à des exemples plus près de nous. Juliette Rochefeld, par exemple, emploie cette expression. Quand au sein même du droit, on passe de la protection de la partie faible à la régulation du marché, je veux dire, il suffit de lire un texte de la Commission européenne, on comprend très bien de quoi elle tourne. Donc voilà, cette montée en puissance de l'économie au sein même du droit, comment s'articulerait-elle avec ce que vous avez décrit par rapport au droit pénal de l'Église? Puis on va peut-être essayer la deuxième question. Juste pour les mettre toutes les deux. Ah, ou c'est juste c'est pour le timing en fait. Parce que sinon, ça va bâtir. Donc, je vais essayer de faire en français, mais mon français c'est pas comme lui, c'est pas très bien. Mais je veux revenir à un peu la question de Yasmin. Donc il me semble que dans l'histoire que vous propose, il y a une atteinte de revendiquer la Révolution française, revendiquer une lecture différente de terror, que c'est important pour aujourd'hui, pour les mouvements révolutionnaires, pour le mouvement social, pour la question de la violence dans des mouvements révolutionnaires, etc. Mais il y a une question aussi des mouvements qui trouvent cette histoire des droits humains, de l'État national, de la conception de la sacralité de la loi et tout ça, c'est très compliqué. Aussi pour les mouvements des Noirs contre le racisme dans une structure globale, et aussi pour le peuple original contre le colonialisme de ce territoire, que ce n'est pas d'être citoyen. D'être citoyen présuppose déjà une acceptation de cet ordre juridique politique, un oubli de son histoire de lutte et tout ça. Donc, je me demande pourquoi, je ne sais pas combien, je me demande si revenu à la question du terror et la question de la Révolution française, sans pour métisser ces relations et ces rapports avec le colonialisme, avec l'État national, s'il y a un problème là-bas. Mais ce n'est pas un critique, je suis authentiquement intéressé. Je vais commencer par la fin parce que ça me paraît être le point, pour moi, qui pose problème dans les colonial studies.
C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas problématisé alors que c'est problématisé de l'intérieur de la révolution. Et pour moi, il y a quelque chose d'un point aveugle de ces post-colonial studies parce qu'elles ne veulent pas entendre que la critique de l'impérialisme et du colonialisme est faite par les révolutionnaires eux-mêmes face à ceux qui vont gagner la partie et qui vont fabriquer la dite grande nation. Mais tout le monde n'est pas du côté de la grande nation. Ils sont dans un conflit exacerbé au sein du comité de sûreté générale et de salut public sur précisément ces questions-là. Donc c'est une question qui se pose d'emblée et c'est un conflit où les anti-impérialistes ont perdu. Et parce qu'ils ont perdu, il faudrait folklore leur pensée. Donc ils ont perdu, il faut aller retrouver leur pensée et non pas dire « vive la Révolution française en blog, c'est formidable », mais dire « c'est un laboratoire politique extraordinaire et on a quelque chose à apprendre vu l'intensité d'investissement psychique, symbolique, émotif, rationnel pour trouver des arguments, pour comprendre pourquoi ils ont perdu, pour ne pas perdre à nouveau, parce que là on ne fait que perdre quand même politiquement, et comment on pourrait déjouer les écueils qu'ils ont rencontrés, puisque de toute manière on rencontre les mêmes, puisque ceux qui ont gagné sont quand même ceux qui pensent qu'on peut écraser les gens qui sont plus faibles, et que le droit du plus fort est le droit libéral. Donc il y a quelque chose à interroger de l'intérieur de la Révolution, et donc quand vous me dites c'est pas problématisé, peut-être par les post-colonial studies qui font un bloc de la Révolution, mais pas par les gens comme moi, ou comme d'autres collègues comme Yannick Bosque, Florence Gauthier, Françoise Brunel, Jackie Yogou, Michel Mauvel, enfin je sais pas, il y a tout un courant d'histoire de la Révolution, et aux États-Unis aussi, Timothy Tackett, je sais pas moi, il y a beaucoup de monde quand même qui travaille en ayant problématisé ça, et ce qui n'est pas entendu par les post-colonial studies. Et j'ai eu un débat très rude avec Mamadou Diouf, qui était invité à l'école des études, et qui m'a expliqué, tant que vous n'aurez pas réglé vos affaires de Front National, on ne fera pas d'alliance avec vous. Et c'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est-à-dire qu'on lutte, nous, contre le Front National ici. Peut-être qu'il faut penser une transnationalité des luttes contre l'impérialisme, avec les outils que chacun s'est donnés en fonction de sa langue, de sa culture, de ses... Voilà. Et que la Bibliothèque Monde, je ne vois pas comment la Bibliothèque Monde de Mamadou Diouf peut exister sans l'histoire occidentale. C'est débile. Voilà, pour moi, débile au sens de faible. Débile, pas au sens de... mais dans tous les sens. Voilà. Donc, voilà. Donc on en est là, avec cette espèce de dialogue de sourds complètement solide. Et donc la surdité est solide, et je ne crois pas que ça ne soit pas problématisé. Voilà, je ne crois pas du tout. Il y a, je sais pas, je pense au livre un volume de Florence Gauthier qui s'appelle L'aristocratie des Viderne. Je pense à un petit volume qui était paru dans les AHRF, Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est un énoncé de Robespierre. C'est pas sur la Lune. C'est situé, c'est dans la lutte pour la liberté des libres de couleur. Et il y a des combats d'une extrême violence là-dessus. On gagne un tout petit peu avec l'abolition de l'esclavage et on repère 4 ans après. Donc il y a quelque chose à comprendre, que c'est des luttes conflictuelles au sein d'un contexte historique qu'on a appelé historiographiquement la Révolution française, mais au sein de laquelle il y a cette problématique qui est travaillée par les acteurs eux-mêmes. Il suffit de lire le texte révolutionnaire, c'est-à-dire ce qui se passe à l'Assemblée, et on voit cette lutte et cette problématisation. Donc dire que ça n'est pas problématisé, c'est faux. C'est problématisé d'emblée par Rivarol du côté droit, par Mirabeau, Robespierre, Grégoire du côté gauche, par Julien Raymond comme acteur, Babeuf ça vient après. Bon, mais d'emblée c'est problématisé et argumenté avec intensité des deux côtés. Et c'est le lobby colonial qui finit par gagner après avoir perdu. Voilà. Donc il faut analyser les luttes et pas comme si ça existait en bloc. Et là, peut-être qu'on pourra avancer dans notre capacité à faire usage des outils en cessant de soit les absolutiser, soit les dénigrer de manière un peu absurde. Après, sur... il y avait une autre question. L'économie. Ah oui, c'était l'économie et le droit. Alors, l'économie et le droit, non, c'est consubstantiel aussi dans la période révolutionnaire. Parce que les lois qui redonnent de la place au droit du plus fort sont celles qui vont aussi déposséder les ouvriers, les artisans, de leurs droits protecteurs.
Et c'est pas pour rien. C'est que la loi Le Chapelier, c'est à la fois la loi qui rend libre la possibilité de travailler n'importe où, mais du coup de prolétariser. C'est-à-dire que la fabrication du prolétaire passe par la manière dont les libéraux du type Benjamin Constant, quand il va théoriser, mais du type le Chapelier au moment où ça se passe, c'est les mêmes qui font la loi martiale. Donc c'est comme aujourd'hui, l'état d'urgence et la loi travail, ça va ensemble. Le Chapelier et la loi martiale, ça va ensemble. Ça va avec le lobby colonial. Hein, ça va avec le lobby colonial. Donc, lobby colonial, loi travail, le Chapelier. Hein. De l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui inventent la partie émancipatrice, conflictuelle avec ça, contre la loi martiale, ils sont contre la loi martiale, les bêtises, il y a des textes hyper longs de Robespierre, de Marat, ils sont contre la loi martiale et ils sont contre le fait de déposséder les ouvriers de protection. Et donc il y a une lutte au couteau, et d'un côté vous allez avoir Roland qui va expliquer qu'il faut exploiter les femmes le plus possible parce qu'elles travaillent très bien avec beaucoup d'adresses dans les manufactures de tissus. Et vous avez de l'autre côté des gens qui vont dire comment on fait pour protéger les malheureux de la misère. Voilà, donc, et donc comment on va inventer le travail à domicile, les ateliers nationaux, et donc il y a quelque chose voilà, qui est en conflit comme aujourd'hui. Et je pense que malgré tout, la Révolution a réussi à faire avancer les choses du bon côté, et que là en ce moment on est plutôt dans une période régressive. Bon, malheureusement on va peut-être s'arrêter là. Ben, je remercie Sophie Vaniche d'être venue parler avec nous. Very quickly in English, unfortunately we do have to be out of the building in the next 5 minutes. If you could just make sure you pick up things and exit cleanly. We'll plan on meeting here tomorrow. I'll email you if there's any change. So, merci beaucoup. Thanks a lot. Translators. Oh yes,